Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il est 14 heures, donc je vous propose qu'on démarre doucement mais sûrement cet événement. Pour rappel, on est là aujourd'hui pour parler du programme de travail 2025 qui a très récemment été publié officiellement par la Commission européenne et pour aborder les aspects stratégiques et transverses de ces appels 2025. Voilà, donc pour ça, nous allons avoir une présentation d'une personne de la Commission européenne. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Pour commencer, je vous propose comme toujours de briser la glace grâce à l'outil Slido. Et pour cela, nous allons partir sur Slido très rapidement. Juste avant ça, vous rappelez comme toujours que ce webinaire est enregistré, qui sera mis en ligne, et c'est le but de cet enregistrement par la suite sur la page de l'événement, depuis laquelle vous êtes tous et toutes inscrites aujourd'hui. Voilà. Vous dire aussi que si vous voulez aller sur Slido, du coup, vous pouvez aller sur l'outil via votre navigateur slido.com. Et vous pouvez également cliquer sur le lien qui s'affiche dans le chat, que ma collègue a dû vous copier dans le chat, j'imagine. Voilà, ça vous permet d'avoir un accès tout direct à l'outil Slido. Donc, vous pouvez également flasher le QR code qui apparaît maintenant à l'écran. Donc, on commence avec la première question. Assez facile, je pense, pour vous de répondre. C'est afin de savoir un peu qui est connecté, puisque cet événement est à distance. Voilà, savoir qui êtes-vous, quelle est votre profession. Donc, on vous laisse un instant pour vous emparer de l'outil et pouvoir répondre. Ça permettra à tout le monde d'arriver, de se connecter. Alors, je me rends compte que le partage est le lien. Et voilà, c'est fait. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous n'avez pas encore trouvé le chemin pour arriver jusqu'à Slido. J'en profite pour vous dire aussi, avant de commenter les réponses, que c'est un outil qu'on utilisera aussi tout à l'heure pour répondre aux questions. Donc, vous pourrez, et s'il vous plaît, poser uniquement vos questions via ce biais-là, puisque nous ne répondrons pas aux questions via le chat. Et ça vous permettra aussi, voilà, de poser vos questions, mais de voter également pour les questions qui vous paraissent les plus intéressantes. Voilà. Donc, pour ceux qui sont déjà connectés, que je remercie. Donc, voilà, une majorité des personnes sont chargées de projets européens cet après-midi. Mais je vois aussi des chercheurs qui sont connectés, des consultants en projets européens, des responsables de Pôle Europe. Voilà, bienvenue à tout le monde. Je vous laisse encore quelques instants pour répondre à cette première question et puis on enchaînera entrer rapidement dans le vif du sujet sur la super question. Oui, il y a apparemment effectivement un super-héros, des gens qui ont de l'humour cet après-midi, qui sont connectés. Alors, NGO, je pense que vous vouliez dire un représentant d'une NGO, j'imagine. Voilà. Alors, la prochaine question, je pense qu'on va rapidement enchaîner parce que je vois que le temps file assez vite. Toujours en train de voter. La prochaine question, c'est pour savoir quelle est la thématique, le cluster qui vous intéresse a priori le plus et qui concerne donc ce programme de travail 2025. Voilà, donc voyez vous pouvez choisir les différents items que vous connaissez si vous êtes familier du
du programme Horizon Europe. Voilà, donc pour l'instant, pour ceux qui ont répondu, une majorité de personnes ici sont, alors ça change au fur et à mesure des réponses, intéressées par le domaine énergie-mobilité, à savoir le cluster 5. Mais vous êtes rattrapés, talonnés par le secteur des sciences humaines et sociales, à savoir le cluster 2. Très bien. On va laisser le sondage ouvert, parce que ça vous permettra de toute façon aussi en parallèle sur l'outil de après par la suite poser vos questions. Mais je pense qu'on va continuer cette introduction maintenant, et je vous remercie pour votre participation à ce petit sondage. Si vous permettez, je vais juste repartager la présentation du jour, et je vais commencer rapidement par présenter le PCN juridique et financier qui organise l'événement aujourd'hui. Vous savez, si vous nous suivez habituellement, ou sinon c'est l'occasion de le découvrir, donc on est là pour vous apporter des informations, de la formation, et répondre à vos questions par téléphone ou par email via notre site internet, le site Horizon Europe, qui fait partie de nos ressources clés. On a beaucoup d'informations que vous pouvez y retrouver. Voilà, je crois que enfin vous voyez mon écran. Et désolé. Et nous sommes composés actuellement d'une équipe de quatre collègues. Voilà, je vous présente très rapidement ici, qui sont avec moi. Évidemment, Irénée Créta, Cécile Brien, Cécile Barra. J'en profite pour vous rappeler que nous sommes toujours à la recherche d'une personne chargée de mission à 40% qui pourrait compléter cette équipe. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Je me ferai un plaisir de vous donner plus d'informations à ce sujet. Alors, pardon, je vois que mon affichage, bien sûr, n'est pas comme je le voudrais, je m'en excuse, mais je continue quand même, voilà. Et puis, je vous le disais, donc nous avons invité et le grand plaisir d'avoir une personne de la Commission européenne pour présenter les aspects stratégiques et transverses qui va prendre la parole dans un instant, qui est Massimiliano Esposito. Donc, bonjour Massimiliano et merci beaucoup de votre présence. Massimiliano est chef d'unité du service commun de planification stratégique et de programmation au sein de la DGRTD, donc la Direction générale de la Commission européenne en charge de la recherche et du développement technologique. Et puis, on va aussi avoir une présentation de Virginie Sivan, qui est la coordinatrice des PCN français, les points de contact nationaux français, juste après cette introduction. Voilà pour les présentations. Donc, sans plus tarder, je vous propose qu'on enchaîne et je donne la parole donc à la coordinatrice des PCN, Virginie Sivan. Virginie, est-ce que tu souhaites partager ta présentation? Tu veux que je partage ma présentation ou elle est déjà là? Comme tu préfères. Elle est là si tu le souhaites, c'est à ta guise. Tu me dis ce qui te va le mieux. Ok, bah partons sur celle-là alors. Très bien. Merci beaucoup Fanny pour cette introduction. Donc oui, ce qu'on voulait faire pour démarrer ce webinaire, c'était vous donner quelques informations sur la position française en fait sur le programme Horizon Europe. Donc tout récemment, en début d'année, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a édité un bilan à mi-parcours d'Horizon Europe de la France, qui est basé sur les données, donc les données sources de la Commission européenne, les données ICORDA, et qui se base en fait sur les appels qui vont de 2021 à mi-2024. Donc voilà, on trouvait ça intéressant de vous donner un aperçu en fait de ce bilan, sachant qu'il y a quelques graphes qui sont extraits pour vous montrer en fait la dynamique de participation de la France à ce programme et comment on peut se projeter dans la nouvelle programmation 2025. Donc sur la diapositive suivante, vous voyez que
Cette diapositive présente un graphe de la participation de tous les pays, des 10 principaux bénéficiaires à Horizon Europe. Et donc, on voit que la France se place en deuxième bénéficiaire de ce programme. Donc, elle perçoit près de 4,8 milliards d'euros, en fait, depuis le début de la programmation. Et donc, on est en augmentation, finalement, par rapport au précédent programme Horizon 2020. Mais par contre, si on regarde sur la diapositive suivante comment la France se place en termes de financement demandé, là c'est assez différent puisqu'on voit qu'elle se place en 4e place. Alors derrière l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, en revanche, elle a un très bon taux de succès puisqu'elle a un taux de succès de 26,7%. Donc c'est un des meilleurs taux de succès au niveau des pays européens, ce qui lui permet de se hisser à la 2e place en termes de financement obtenu. Et donc on voit que la participation de la France est moins élevée qu'un certain nombre de pays, et c'était déjà le cas dans Horizon 2020. Donc si on va sur la diapositive suivante, on voit qu'une autre caractéristique de la participation française, c'est sa faible inclination à coordonner des projets européens. On voit qu'elle se place à la 4e place, derrière l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Donc avec un taux de coordination de 8,6%. Voilà, et donc sur la dernière slide qui vous présente un dernier graphe, là on a plutôt, on voit quelles sont les typologies des entités, des principaux bénéficiaires qui participent à Horizon Europe. Donc vous voyez la France là qui est voilà 1, 2, 3, 4, c'est la cinquième colonne. Donc vous voyez la participation de toutes les entités en fait dans le programme Horizon Europe. Donc ce qu'on voit en fait sur ce graphe, c'est que au niveau européen, la répartition des bénéficiaires illustre bien sûr globalement la spécificité du système de recherche de chaque pays. Et donc ce qu'on voit sur les premières années du programme Horizon Europe, c'est que pour la France, les financements sont obtenus alors à 57% pour les laboratoires académiques, alors 42% pour les organismes de recherche et 15% pour les établissements d'enseignement supérieur, à 34% pour les entreprises et à 9% pour les organismes publics, alors, qui sont les collectivités par exemple, ou d'autres entités comme les fondations. Donc vous voyez un peu la répartition de la participation française. Alors effectivement, on voit que les acteurs de l'enseignement supérieur semblent en retrait par rapport à d'autres pays, mais bon, il faut quand même prendre en considération l'organisation française en UMR, qui peut expliquer en partie en tout cas, cette singularité française. Et au niveau des financements captés par les entreprises françaises, eh bien, en fait, les entreprises françaises se placent juste derrière les entreprises allemandes, mais devant les entreprises espagnoles et italiennes. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que donc là, on a vu un peu la manière dont se positionne la France sur Horizon Europe depuis 2021. Ce qui est important de voir, c'est que compte tenu du potentiel de recherche et d'innovation de la France, eh bien, la France a la capacité de se mobiliser de manière plus forte sur le programme Horizon Europe, en tout cas sur la suite du programme Horizon Europe.
et en particulier en augmentant sa participation, puisqu'on a vu que sa participation était en deçà d'un certain nombre d'autres pays, et en augmentant la coordination de projets collaboratifs. Et donc, je voulais vous présenter sur cette dernière slide l'accompagnement national qui est mis en place justement pour aider à mieux se mobiliser sur ce programme Horizon Europe. Donc, tout d'abord, au niveau national, est mis en place une équipe de PCN, mais je pense que vous les connaissez tous, parce que j'ai vu que la plupart d'entre vous, vous étiez chargés de projets, chargés Europe dans les différents établissements ou dans les entreprises. Donc voilà, une équipe de points de contact nationaux qui sont chargés de la diffusion de l'information sur le programme et de l'accompagnement pour une meilleure mobilisation sur le programme. Et donc, on a une équipe de PCN pour chacun des programmes Horizon Europe. Nous avons également un site web horizon-europe.gouv.fr dont vous a parlé Fanny tout à l'heure et sur lequel, effectivement, il y a toute l'information sur les différents programmes d'Horizon Europe et toutes les réunions qui sont organisées ou auxquelles participent les PCN, ainsi que toutes les fiches pratiques, c'est-à-dire que tout ce que développent les PCN sont sur ce site. Chaque PCN a également un compte LinkedIn auquel vous pouvez vous abonner. Et puis parallèlement à ça, il y a un certain nombre de dispositifs de soutien au montage de projets collaboratifs, au montage de projets qui ont été mis en place au niveau national. Donc d'abord pour soutenir les entités publiques, donc il y a deux dispositifs qui sont pilotés par l'ANR et que sont le MRSEI et le SRSEI. Donc ce sont des dispositifs qui permettent à des coordinateurs publics de projets de les aider à monter leur consortium. Également, un autre dispositif qui concerne cette fois les entreprises, qui a été mis en place par BPI France et qui permet à la fois d'accompagner les coordinateurs de projets, mais également les entreprises qui souhaitent s'investir dans un projet en tant que partenaire. Voilà, il y a également des dispositifs au soutien de montage des projets ERC qui sont également pilotés par l'ANR. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Alors n'hésitez pas à aller voir de plus près le bilan qui a été fait sur notre site. Et puis voilà, toutes ces informations sur l'accompagnement, ça, nous l'espérons tous, ça va vous aider à mieux nous positionner, en tout cas sur la suite d'Horizon Europe. Voilà, et je passe la parole à notre intervenant, donc Massimiliano Esposito, qui va justement nous présenter les enjeux stratégiques et transverses de ce programme de travail 2025. Oui, merci beaucoup Virginie, et bon après-midi à tous. Je vais partager ma présentation et je vais essayer un petit instant. Je dirais si ça marche bien. Oui, on va voir. J'en profite pour dire à tout le monde, je voyais les questions dans le chat, ne vous inquiétez pas, tous les supports seront en ligne dès que possible sur la page de l'événement. On la voit très bien, Massimiliano. Je ne sais pas si c'est exact. Non. Ah oui, c'est l'autre. Un petit instant. Hein. En tout cas, le partage fonctionne. Oui. Attendez. Voilà. Vous voyez la présentation? Très bien, c'est la bonne présentation. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, merci Fanny, merci Virginie. Comme Fanny disait, merci, bonjour à tous. C'est un honneur pour moi de présenter aujourd'hui
En particulier, deux points principaux, que c'est les priorités pour le programme de travail 2025. Et aussi, je voudrais donner des petites informations, quelques informations sur l'évaluation intermédiaire qui a été publiée récemment vers la fin d'avril pour le programme Horizon Europe. Comme Fanny m'a présenté, je suis le chef d'unité du service commun de planification stratégique et programmation au sein de la Direction générale pour la recherche et l'innovation. C'est l'unité, en fait, qui coordonne la préparation du programme de travail pour le programme Horizon Europe et aussi, maintenant, coordonne aussi la préparation pour le prochain programme cadre de recherche et innovation. Voilà, sont environ 15-16 slides et surtout, je voudrais focaliser cette présentation sur le programme de travail 2025 et sur l'évaluation à mi-parcours du programme Horizon Europe. Le programme de travail 2025 a été adopté il y a quelques jours, le 14 mai, et la publication dans le journal officiel et la publication des premiers appels, il y a eu le 15 mai. Donc, c'était un programme un peu particulier. On était dans une phase 2024-25 de transition suite aux élections européennes, une transition à une nouvelle commission avec des nouvelles priorités. Donc, pour cette raison, le programme 2025 a été publié et adopté avec un certain délai par rapport au programme précédent. Donc, en général, on voulait publier et adopter ce programme de travail vers la fin de 2024, mais dû à cette transition avec le nouveau Parlement européen, la nouvelle commission avec les nouvelles priorités, donc on a dû attendre cette transition pour pouvoir finaliser les priorités du programme 2025. Naturellement, les priorités, les topics qu'on trouve dans le programme 2025 s'inscrivent dans les priorités du plan stratégique qui a été adopté l'année passée, le plan stratégique pour les années 2025-2027, qui définit les trois priorité que la transition écologique numérique et aussi une Europe plus résiliente, compétitive, inclusive et démocratique. Dans le même temps, ce programme de travail et les priorités, le programme de travail et les topics qui ont été publiés, en fait, s'inscrit aussi à adresser les principales priorités politiques de cette collège et de cette commission pour l'année 2024-2029. Donc, on parle ici d'un programme de travail de 7,3 milliards d'euros qui va financer pour renforcer l'Union européenne comme un moteur de recherche et de l'innovation, stimuler la science des pointes, accélérer les transitions écologiques et numériques et contribuer à la compétitivité de l'Europe et à la croissance des talents en Europe. Tout d'abord, à part les priorités que je viens mentionner, il y a une contribution de 663 millions d'euros sont investis pour contribuer à l'implémentation des 5 missions et environ 120 millions d'euros qui seront utilisés pour la New European Bauhaus Facility. Les dotations budgétaires, le programme de travail s'inscrit aussi comme on dit, dans les priorités climatiques et numériques. En particulier, il y a une dotation budgétaire de presque 35% des actions pour la contribution au climat et une contribution de 8,8% en faveur de biodiversité. Comme c'est écrit dans le plan stratégique 2025-27, on a un objectif un target de 10% pour la biodiversité d'attendre pour la fin de ce période 2025-27 et jusqu'à ce moment avec
la planification 2025, on peut attendre une contribution d'environ 8,8%. Un autre, dans le programme 25, on trouve une dotation budgétaire de 36% pour la transition numérique. Donc, des autres traits spécifiques du programme Travail 2025, on a vu, et maintenant, c'est dans plusieurs consultations publiques que nous avons fait, mais même l'importance de simplifier le programme de travail. On a essayé déjà avec ce programme 2025 de rendre le texte du programme de travail le plus accessible possible, avec des topics qui soient moins descriptifs et des thèmes un peu plus ouverts. Une autre caractéristique qu'on trouve aussi dans le but de la simplification, on a augmenté l'utilisation des LAMPSAM dans le programme, dans les thèmes du programme de travail 2025. Environ 35% du budget total du programme Travail 2025 et on utilise le LAMPSAM, le financement forfaitaire. Un autre, vous pouvez trouver 29 appels en 2 étapes qui permettent en fait aux bénéficiaires, aux demandeurs de soumettre des propositions plus courts d'abord, qui seront évaluées. S'ils passent cette première phase, la deuxième phase aux bénéficiaires, aux demandeurs qui sont sélectionnés dans la première phase pourraient compléter leurs propositions pour continuer dans la deuxième phase. Parmi ces 29 appels, on a une vingtaine d'appels dans lesquels on continue avec la blind evaluation, les dispositions d'évaluation à l'aveugle. Maintenant, les principaux aspects du programme de travail, on a vu à la Sorbonne, à l'événement qu'il y a eu au début du mois de mai, le 5 mai, l'événement qui a lancé l'initiative européenne Choose Europe for Science, et on a lancé avec le programme de travail 2025 avec les Marie Sklodowska-Curie Action, une action pilote, Choose Europe for Science, avec un montant total de 22,5 millions d'euros. En outre, on a des actions en support des chercheurs ukrainiens et en support des chercheurs de Gaza. On est maintenant, on commençait déjà le travail pour la préparation du programme 2026-27. Toujours, les priorités de 2026-27 s'inscrivent dans les priorités de cette commission et aussi dans les priorités du plan stratégique. Mais on voudrait aller beaucoup plus au-delà du programme de travail 2025 en termes de simplification. On espère de simplifier beaucoup plus le programme de travail avec des textes plus simples, plus courts et beaucoup plus stratégiques. Ça pourrait donner un bridge, un pont, on pourrait dire, avec le prochain programme financier, le programme cadre après 2027. Quelles seront les nouveautés du programme de travail 2026-27, on essaie de définir, vu qu'on voudrait vraiment focaliser et rendre beaucoup plus impact le financement de la recherche et de l'innovation. On voudrait organiser des appels horizontaux, par exemple, selon des priorités politiques bien définies comme le Client Industrial Deal ou l'intelligence artificielle, ou ça peut être aussi Life Science ou Circular Economy. Et on voudrait
augmenter, accroître la transparence et l'accessibilité du programme de travail. En fait, on a maintenant les drafts du programme de travail 2026-27 seront publiés dans le Comitology Registry, donc vous pourrez avoir accès déjà à ces drafts à partir du mois juin-juillet, et aussi les autres versions vers le mois après l'été, septembre-octobre. Et on vise aussi à des actions pilotes pour améliorer la valorisation, le déploiement des résultats de la recherche que nous financions. En termes de planning, on voudrait adopter, publier les premiers calls, publier, adopter vers la fin de cette année, vers le quatrième quarter, vers le mois de novembre, décembre de cette année. Voilà pour la première partie de ma présentation, mais maintenant je voudrais quand même définir quelques aperçus des chiffres de l'interim evaluation. Donc on pourrait voir qu'on a reçu pour les premières 4 années du programme de l'implémentation du programme Horizon Europe, on a reçu application par demande de la part de 76 400 candidats de 194 pays. Donc c'est vraiment un niveau très élevé. Ici, vous pouvez aussi voir la répartition entre l'enseignement supérieur, environ 5 000, les entités privées à but lucratif, 46 000, et organismes de recherche, 6 500. Une autre, pour avoir une vision des candidatures reçues par les propositions éligibles par les différents pays, naturellement, État membre d'Inno Widening, on a reçu environ 62% de propositions, l'État membre Widening, environ 20%, les pays associés, 12,6%, et des pays tiers, 5,6%. Un chiffre très intéressant, c'est le taux de réussite et la qualité de proposition. Si on fait une comparaison entre ce qu'on avait trouvé avec l'ex-post evaluation, l'évaluation ex-post du programme Horizon 2020, et cette évaluation intérimaire de Horizon Europe, on peut voir une amélioration du taux de réussite. En fait, on passe de Horizon 2020, Horizon 2020, un taux de plutôt bas à 11,9%, à un taux de 16,4% pour Horizon Europe. C'est quand même un taux pour les premières 4 années d'implémentation. Donc, ça veut dire que 54% de l'ensemble des propositions ont été qualifiées des propositions de haute qualité contre le 46% dans le cadre du programme précédent, Horizon 2020. Il y a une contribution du programme des premières 4 années d'implémentation à la lutte contre le changement climatique. 35% des dépenses, à la fin de 2023, ce sont les chiffres à la fin de 2023, atteint une contribution à 35%. D'autre côté, la lutte contre la perte de la biodiversité, on passe à 8,7% à la fin de 2023. Un autre chiffre qui est plutôt intéressant, à évaluer l'impact économique du programme. L'évaluation indique qu'un euro qui est aujourd'hui investi par l'Europe dans les projets de recherche et d'innovation devrait générer, et ce sont les estimations qui ont été calculées, jusqu'à 11 € de croissance économique d'ici à 2045. 1 euro dépensé par la société européenne génère jusqu'à 6 € de bénéfices
pour les citoyens d'ici à 2045. Ce sont des chiffres qui sont obtenus via des modèles économiques selon les analyses des données de l'implémentation du premier quatrième du programme Horizon Europe. Voilà, je crois que ça, c'est ma dernière slide et on pourrait en tout cas partager les slides à tous les participants à la fin de la présentation. Merci beaucoup. Fanny, je te laisse le... Merci Massimiliano, merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, comme je vous le disais à tous, nous avons l'habitude de travailler avec Slido, donc on va partager les questions qui sont pas encore très nombreuses. On est habitué à avoir pas mal de questions voilà. Donc je ne sais pas si vous êtes timide aujourd'hui, parce que vous avez l'habitude de faire face au PCN. Voilà, mais si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais de les poser en tout cas. Je vais laisser ma collègue donc partager les questions et puis on essaiera d'y répondre. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est le cas de certains, mais là on était en train de discuter avec les collègues qui avaient un petit souci technique aussi avec Slido, ce qui expliquerait peut-être le faible nombre de questions. Si c'est le cas, on est désolé parce que c'est un outil qu'on utilise très régulièrement. Là, il y a une petite mise à jour de l'interface, mais en général, on n'a jamais de soucis. Donc j'espère en tout cas voilà, que vous n'êtes pas empêchés de poser les questions, ce serait fort dommage. Celle que je vois qui a le plus de votes pour l'instant, et encore une fois, voilà, vous pouvez aussi voter pour les questions, comme je le disais tout à l'heure, voilà, c'est est-ce que, alors le PCN, je vais élargir les PCN, les points de contact nationaux de manière générale, auront accès au draft du programme de travail 2026 dont parlait Massimiliano à l'instant, qui vont circuler à partir de juin, juillet, et qui pourront les partager. Donc je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Je peux répondre, oui. Merci beaucoup. Oui, merci pour ces questions. Tout d'abord, oui, en fait, ce sont, quand j'ai utilisé un terme un peu trop technique, en fait, quand la commission circule ces drafts au comité de programme, aux représentants des États membres, pour cette année, pour le programme de travail 2026-27, seront enregistrés dans un registre qui s'appelle un registre de comitologie, et c'est en fait la commission qui distribue ce document soit au Parlement et qui a le Conseil. Jusqu'à ce moment, cette distribution et circulation était encryptée, était en fait pas publique, mais à partir de juin, juillet, les prochaines versions des programmes de travail, ils seront publics. En fait, vous pourrez trouver vous-même déjà les sites et vous pouvez accéder vous-même via Google, via Internet. Mais en tout cas, je suis sûr que Fanny et toute l'équipe PCN de la France sera capable de retrouver ce link et de retrouver ces versions qui seront publiées, qui sont quand même associées à une réunion du comité de programme, pour être bien spécifique, des différentes configurations. Donc, quand il y aura des réunions du programme, du comité du programme, en fait, chaque fois, il y aura une publication de ces drafts. Mais je suis sûr que Fanny et toute l'équipe PCN français distribuer ces drafts lors de leur publication. Oui, merci Massimiliano. Effectivement, voilà, le travail sera fait par l'ensemble de nos collègues des PCN thématiques et des représentants au comité de programme via les groupes, les fameux GTN. Voilà, donc bien sûr, vous aurez les informations. Restez connectés avec nous et vous aurez les informations qui vous intéressent. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire pour nous les demander. Une autre question que j'avais aussi envie de poser, je suis assez curieuse à ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Massimiliano, sur le concept d'appels horizontaux?
Oui, j'essaie de clarifier un peu. En fait, on pourrait dire c'est aussi une ouverture à ce qui viendra après le programme Horizon Europe. Vous voyez partout, quand on parle du prochain programme financier, le prochain MFF, de focaliser mieux notre investissement et de focaliser aussi les investissements de la recherche et l'innovation où vraiment c'est nécessaire selon les priorités stratégiques de l'Union européenne. Donc, on voudrait vraiment cibler les calls du programme 2026-27 selon des thèmes principaux qui sont les priorités pour l'Horizon Europe, pour le programme de recherche et innovation, parce que comme ça, on pourrait avoir beaucoup plus d'impact. On attend d'avoir beaucoup plus d'impact dans le terrain avec ces investissements. Donc, les priorités sont les priorités de l'Union européenne. J'ai mentionné le Clean Industrial Deal, par exemple. Le Clean Industrial Deal ou des investissements dans l'AI, dans l'intelligence artificielle ou dans la circular economy. Donc, en pratique, on allait avoir une nouvelle partie horizontale du programme Horizon Europe, dans laquelle on focalisera en fait l'école qui contribue à ces investissements selon des priorités bien définies. Ils seront tous les clusters du pilier 2 ou les clusters, certains clusters qui vont contribuer à ces topics, à ces calls. Les discussions de ces topics seront dans les configurations du comité de programme qui sont spécifiques pour les clusters et donc ils seront discutés dans les différents clusters et on a une autre partie horizontale du programme Horizon Europe en fait. J'espère d'être un peu clarifié. Merci pour ces compléments. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est déjà un peu les prémices du prochain programme cadre que vous voulez un peu tester ici dès 2025. Tout à fait. Bien. Oui, tout à fait. Merci pour cette réponse. Prochaine question. Comment est-ce que sont définies ce que vous avez nommé comme étant les propositions de haute qualité sur la base en fait de quels critères plus précisément? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ce sont les critères d'évaluation des propositions. Donc, ce sont les 3 critères, surtout le critère d'excellence. Donc, la qualité scientifique de l'excellence de la proposition. Le deuxième critère, c'est la qualité de comment la proposition est présentée, le management et la gestion. Et en plus, le troisième critère, c'est l'impact. Donc, la proposition l'impact et on envisage sur le terrain. Donc, ce sont les 3 critères et ce sont les critères d'évaluation des propositions que nous recevons. De haute qualité, ça veut dire qu'ils sont quand même les propositions qui passent la threshold, la minimal threshold, qui a réussi à passer cette threshold, cette limite, et donc cette seuil, et ce sont considérées les propositions de haute qualité. Maintenant, dû à la limitation du budget, pas toutes les propositions de haute qualité pourraient être financées. Naturellement, ça dépend du budget qui est disponible pour l'école. Et il y aura certaines propositions qui ne réussiront pas, même s'ils passent la seuil des 3 critères, mais on ne réussit pas à les financer parce qu'en fait, il n'y a pas un budget suffisant. Très bien, merci, c'est très clair. Effectivement, le problème qui revient souvent de la sursouscription et du manque du coup de budget au regard de ça. Prochaine question.
Il s'agit de l'évaluation à l'aveugle, la blind evaluation, qui ne semble pas donner, nous dit-on, entièrement satisfaction pour ceux qui l'expérimentent. Du coup, la question, c'est pourquoi poursuivre l'expérimentation sur encore une vingtaine d'appels en 2025? Oui, tout à fait. En fait, le premier pilote, l'expérimentation qu'on a conduit déjà dans le programme 23-24, on n'a pas encore des données satisfaisantes pour pouvoir attendre des conclusions bien définies avec des données très claires. Pour cette raison, on voudrait continuer. Ça, c'était la commissaire Zaharieva qui aussi s'était engagée en face du Parlement européen au début de novembre au Parlement européen de continuer cette expérimentation pour l'évaluation à l'aveugle, pouvoir en fait essayer d'obtenir un peu plus de données, de résultats pour peut-être voir si en effet c'est nécessaire de continuer ou pas avec cette trajectoire. Donc c'est la raison pour laquelle on prévoit une continuation on a déjà prévu la continuation de cette expérimentation dans le programme 2025. Entre autres, je ne peux pas dire et confirmer que cette expérimentation va continuer dans le programme 2026-27. Va continuer pour le programme 2025, oui, mais ce n'est pas sûr qu'elle va continuer dans le programme 2026-27. Merci. Et si je puis me permettre de rajouter une question subsidiaire, est-ce que vous avez déjà une idée, même vague, du calendrier d'un éventuel rapport? Parce que c'est vrai moi, en tant que PCM juridique et financière, je suis curieuse de lire ce rapport. Oui, on avait un rapport des présentations qui ont été faites au comité de programme, des slides, mais pas vraiment un rapport parce que les données sont encore insuffisantes. On doit attendre aussi ces vingtaines d'appels, voir un peu les résultats. Donc, probablement, le rapport sera donné l'année prochaine parce qu'on doit attendre les résultats. Donc, il faut quand même attendre un peu de temps. Ce n'est pas imminent. Oui, mais on a déjà donné des résultats et des préliminaires au comité de programme. Oui, il y a eu des opinions un peu contrastantes. Il y avait vraiment un bilan de 50-50. Certains États membres supportaient l'idée de continuer l'expérimentation. Des autres, se posaient la question pourquoi continuer cette expérimentation. Donc, l'objectif ici est d'avoir des résultats bien clair pour pouvoir arriver à des conclusions, en fait. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup. Prochaine question, qui a aussi reçu quelques votes. Comment est financé le programme Choose Europe Choose Science for Europe. Il me semblait que c'était Choose Europe for... Mais peu importe, en tout cas, vous avez compris de quoi il s'agissait. Le programme Marie Sklodowska-Curie, notamment, effectivement, bénéficie-t-il d'un budget complémentaire pour le programme? Et est-ce qu'un programme pilote sera reconduit? En effet, oui, il s'appelle Choose Europe for Science, parce que c'est un branding d'un programme. Choose Europe, peut-être dans le futur, Choose Europe for Business, Choose Europe for SME, Choose Europe for Startup. Ici, c'est Choose Europe for Science. Le programme de travail 2025 qui a été adopté la semaine passée, en fait, contient aussi un avenant pour le programme de travail 2023-25. En fait, la Marie Curie Action était déjà publié, adopté pour le budget 2025, était déjà adopté l'année passée. Il y a eu un avenant pour la semaine passée aussi, qui a ajouté des ressources complémentaires, supplémentaires pour le programme MSCA. C'est la raison pour laquelle il y a eu cet avenant
pour le Marie Curie, et une partie de ce budget, en fait, va financer cette action pilote Choose Europe for Science. Mais cette initiative pilote, c'est vraiment une initiative, sera comme il y aura des autres actions, comme dans le contexte de l'IRC, de European Research Council. Il y aura aussi des grants, super grants qui seront définis, je crois déjà pour le programme 2025. Donc, on peut prévoir un avenant, même probablement dans les mois prochains, pour aussi dans le programme, dans le contexte de l'IRC, de l'European Research Council, qui s'inscrit toujours dans cette initiative Choose Europe for Science. Oui, tout à fait. J'ai vu d'ailleurs mes collègues du PCN dédiés à l'ERC qui ont fait des articles là-dessus. Tout à fait. Voilà, donc n'hésitez pas, pour ceux que ça intéresse, à vous y connecter. Merci pour cette réponse. La prochaine question, elle est au sujet de la simplification. Vous parlez de simplification dans les prochains programmes de travail, mais pour les clusters de 2025, il y a énormément de topics complémentaires ou qui se chevauchent, ce qui rend l'analyse complexe. Y aura-t-il moins d'appels plus ouverts, notamment entre clusters, missions, EU partnerships? Oui, c'est vrai, la simplification, c'est un grand mot, on essaye vraiment de simplifier, mais c'est le programme même et on ne peut pas vraiment maintenant changer complètement le programme, mais l'initiative et le but est vraiment d'investir beaucoup plus, spécialement pour le programme 2026-27, pour essayer de répondre à beaucoup de questions qui se sont posées sur la difficulté d'avoir accès au financement et surtout pour les petites et moyennes entreprises et aussi de rendre le programme beaucoup plus accessible. On est beaucoup critiqué que les topics sont vraiment très prescriptifs, par exemple, d'avoir des topics, des thèmes qui sont beaucoup plus ouverts et de donner en fait beaucoup la possibilité d'accès à tous les acteurs. Donc, on fait un petit programme, le programme de travail 2025 est une première étape, mais on voudrait quand même faire beaucoup plus d'efforts. On essaye de rendre encore beaucoup plus simple le programme de travail 2026-27. Merci. Effectivement, la simplification, c'est difficile à mettre en œuvre. Prochaine question sur les prochains appels à propositions. Auront-ils des périodes d'ouverture plus longues que ceux en 2025 ? Par exemple, de mai à début septembre avec les congés estivaux et le retard de publication en mai qui est peu adapté avec une soumission dans de bonnes conditions. Oui, je comprends. Je sais que ça, c'est une demande de beaucoup de vous, mais bon, on a déjà prépublié le document la mi-avril, donc et le fait qu'on voudrait quand même ouvrir les drafts, déjà les premiers drafts le mois de juin, juillet, pour le prochain programme de travail 2026-27 et aussi les drafts de septembre-octobre, pourrait aussi aider à résoudre ce problème. Donc, je crois que je trouve très difficile que le temps de la préparation de propositions soit élargi. En fait, 3 mois, c'est déjà au-delà des dates limites qui sont prévues dans le règlement financier. Donc, on essayait, en plus, avec cette approche aux pré-publications, pourrait quand même aider beaucoup aussi à essayer de résoudre ce problème, d'avoir très peu de temps pour de mai à septembre avec les congés d'été. Je comprends que c'est quand même difficile, mais bon, le programme de travail a été déjà prépublié vers la mi-avril, ça aura quand même donné un peu plus de temps pour la préparation des propositions. Merci, j'enchaîne avec la prochaine question.
L'Europe perd du terrain sur le volet innovation de rupture. L'une des raisons est que les appels sont trop prescriptifs. Hein, vous l'indiquez effectivement que c'est une critique retrouve souvent, limitant parfois la sérendipité de la recherche et de la créativité. Oui, non. Prévoyez-vous à l'avenir des appels blancs open call plus importants? Je crois que oui, mais je vous laisse répondre. Oui, non, mais ça, c'est aussi l'objectif, c'est aussi de promouvoir ce volet d'innovation de rupture, parce que j'ai déjà dit pendant ma présentation, mais aussi en répondant à certaines questions sur la simplification, on voudrait donner un peu plus espace à la créativité, à l'innovation de rupture. Donc, on essaiera d'ajouter beaucoup plus de open topic, open call pour le programme de travail 2026. Il y a quand même cette intention. On va voir, j'espère qu'on peut réussir à avoir beaucoup plus de call, open call. Très bien, c'est à venir à très court terme, alors merci. Prochaine question, alors une question qui concerne le cluster 2. Nous n'avons pas trouvé les documents spécifiques dédiés au call, seulement les documents généraux. Où pourrions-nous retrouver ces documents spécifiques? Tous les documents sont publiés dans le Funding and Tender Portal, donc on devrait trouver tous les documents spécifiques là-bas, mais je voudrais faire un appel à Fanny, à vous, PCN, s'il y a des problèmes, faites-nous signe. Bien sûr. Parce qu'on voudrait un peu contrôler, mais tous les documents, en principe, devraient être présents dans le Funding and Tender Portal. On y veillera, on rebouclera. Je ne sais pas si certains de mes collègues du Cluster 2 sont connectés cet après-midi, mais voilà, je leur transmettrai en tout cas l'information. Voilà, oui, non, mais c'est bien normal, ça fait partie du travail de PCN. Tout à fait. Merci. Prochaine question. Donc pour le programme de travail 2026-2027, donc on l'a indiqué déjà. Je pense qu'on y a déjà répondu sur les appels horizontaux. Voilà. Donc je passe. Est-ce qu'il est prévu un développement plus large du FSTP? Alors le FSTP, c'est le soutien financier à des tiers en français, ou Financial Support to Third Parties en anglais. Voilà, dans le programme 2025 et puis aussi en 2026-2027. Et si oui, pourquoi et sur la base de quels critères, s'il vous plaît? Oui, ce financement du support à partir tiers, en fait, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté dans le financement des programmes de l'Union européenne. Cette mesure est inscrite dans le règlement financier de l'Union européenne. Donc, quand il y a un grant, quand il y a la Commission signe un grant avec un consortium, en ce cas, de programme de travail pour la recherche et l'innovation, dans la call, on peut prévoir la possibilité que les consortia organisent des calls eux-mêmes pour recevoir un support pour des tâches bien spécifiques et bien spécifiques pour atteindre les objectifs du projet. Maintenant, les FSTP sont déjà utilisés sur certaines parties, comme l'EIT ou les partenariats, et on voudrait élargir cette funding, cet moyen, parce que pourrait être l'opportunité d'augmenter l'accès du programme à certaines entités, comme par exemple les CMI ou les startups, parce qu'ils sont des petits montants, maximum 60 000 € en général, que le consortium peut en fait ouvrir des tâches, ouvrir des calls pour conduire des tâches bien spécifiques pour l'objectif du programme. Donc, on pense que cet moyen de financement, on trouve déjà certains cas de
thème de call dans lequel, pour le programme 2025, on ouvre à cette possibilité et probablement ça va continuer aussi pour le programme 2026-27. Mais ce n'est pas nouveau, je voulais dire, c'est une façon d'implémenter des actions de recherche et innovation qui s'est ouvert aussi pour le programme Horizon Europe, tout à fait. Oui, merci beaucoup. Je profite pour l'annoncer. Nous faisons le PCN juridique et financier organise très prochainement, donc le 5 juin, un webinaire qui sera dédié à ce type de tierce partie ou ce type de financement particulier, voilà, pour aider les bénéficiaires qui vont déployer ce FSTP, voilà, à s'y retrouver avec des témoignages. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire parce que l'inscription est ouverte. Vous le retrouvez dans nos événements. Voilà, petite parenthèse, mais qui peut être utile du coup sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que je sais notamment en biologie, en bio-environnement, c'est un outil qui a pris beaucoup d'ampleur là pour 2025. Prochaine question, est-il envisageable que le futur programme cadre puisse couvrir les projets pour atteindre le TRL 8? Alors là, on part voilà, dans des perspectives c'est quand lointaines. même un peu difficile à répondre à cette question. Ça dépend en fait pas seulement de la proposition de la commission sur laquelle on travaille, mais ça dépend aussi des résultats des négociations avec les institutions, le Parlement et le Conseil en fait. Donc, on doit voir, en fait, et en plus de ça s'inscrit aussi dans la discussion du fonds de compétitivité et comme les liens entre le programme cadre de la recherche et l'innovation et comme le fonds de compétitivité. Fanny, en fait, à 3 heures, je devrais laisser pour une autre réunion, mais si une autre question il y a, je peux la prendre. Alors, on va voir s'il y a une dernière question et voilà, pour vous remercier encore pour votre temps et la présentation, c'était très apprécié en tout cas, merci. Donc, dans le bilan intermédiaire d'Horizon Europe, donc la deuxième partie de votre présentation, Massimiliano, vous annoncez la participation de 194 pays pour plus de 67 000 candidats, ce qui est considérable en matière de couverture géographique. Pouvez-vous nous donner le pourcentage de participation d'États membres? Est-ce que 37%? Cet chiffre, il faut le bien voir directement dans le document, probablement dans le staff working document qui accompagne l'évaluation intermédiaire. Ça, vous pouvez trouver exactement anche la participation par État membre, indeed. Okay, très bien. Merci beaucoup, Massimiliano, pour voilà, cette présentation, tous ces éléments de réponse et votre présence. Voilà, nous allons continuer à répondre à quelques questions, mais je vous libère et je vous remercie encore une fois. Je voulais remercier à vous tous et merci beaucoup et bon après-midi. Au revoir. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Très bien, je vous propose qu'on continue avec voilà, quelques questions encore on a encore un petit peu de temps si vous avez des questions. Alors pour l'UMR, j'ai répondu tout à l'heure par écrit, donc pardon pour les acronymes. Donc l'UMR, ça veut dire unité mixte de recherche en fait. C'est des laboratoires qui ont des moyens, que ce soit des moyens humains, en termes de finances, de matériel qui sont mis en commun, en général le plus souvent, mais pas seulement par des universités, des organismes de recherche. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle UMR et qui est une particularité tout à fait française, cocorico. Prochaine question, est-ce que les appels à propositions horizontaux sont comme des appels à projets blancs? Alors, on en a parlé tout à l'heure, hein, j'y reviens pas. C'est pas tout à fait la même chose parce que là, il me semble que ce qu'a décrit Massimiliano, ce sont justement des appels qui sont fléchés vers des thématiques clés. Donc, ce ne sont pas des appels blancs. Prochaine question que je vois apparaître. Comment le PCN juridique et financier articule son travail avec les PCN thématiques? En tant que porteur de projet, peut-on s'appuyer sur les 2 PCN en même temps? Alors, très bonne question. C'est quelque chose auquel on réfléchit, nous, l'équipe du PCN juridique et financier, assez régulièrement entre nous, puis avec justement les collègues. Donc, en règle générale, hein, mais rien n'est vraiment figé et n'hésitez pas de toute façon
à contacter un PCN thématique et puis de toute manière ou inversement, et on se retransfère les questions, on s'inclut dans la boucle des réponses pour vous apporter justement la meilleure réponse possible. Voilà, donc il n'y a pas de mauvais chemin, je dirais, mais c'est vrai que nous, on a plus tendance à se consacrer à toutes les questions juridiques, financières, les aspects très transverses, comme cela vous a été présenté aujourd'hui. Tout ce qui est, je dirais, lié à la lecture spécifique de l'appel ou du domaine, il est plus intéressant que vous posiez la question à nos collègues PCN parce qu'ils vont avoir une connaissance du domaine en particulier qu'on n'aura pas, on n'aura pas au PCN Jurfin. On peut l'avoir, mais c'est vrai qu'on n'a pas, on n'aura pas le temps d'aller regarder l'ensemble des appels, etc. Donc voilà, c'est à peu près comme ça qu'on s'organise et j'espère que ça répond à votre interrogation. En tout cas. Prochaine question, où pourrons-nous retrouver la liste complète et définitive des topics, donc des appels à propositions? J'ai regardé sur le site, alors j'ai l'impression que tout n'est pas à jour. Alors vous parlez effectivement de notre site français, donc c'est très bien parce que déjà vous connaissez effectivement la page, le calendrier des appels qui existe depuis le début du lancement du site ou à peu près. Donc moi, comme je vous disais à l'instant, j'ai pas vocation à connaître l'ensemble des thématiques de mes collègues, mais il se peut que si les appels n'ont pas été, ne sont pas sortis, parce que les infos qu'on a sur ce site et cette page que vous connaissez, ils se déversent directement du site de la Commission européenne. Mais je vois peut-être que Virginie, tu as des infos plus oui, effectivement. En fait, ce problème est déjà remonté. En fait, on est en train de travailler dessus. Il y a un problème technique actuellement sur notre site qui effectivement ne permet pas de rapatrier l'ensemble des appels, mais bon, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et évidemment, dans les prochains jours, vous aurez tous les appels à projet apparaîtront. Tant qu'ils n'apparaissent pas, je vous recommande d'aller regarder directement sur les programmes de travail de chacun des programmes qui vous intéressent, qui sont sur le Funding and Tenders de la Commission européenne. J'ai déjà mis un lien pour le programme transport, mais peut-être que je vais vous mettre le lien vers l'ensemble des programmes. Mais voilà, on a bien ça. On a bien vu qu'il y avait un problème sur le site et c'est en train d'être réglé. Parce qu'effectivement, c'est très important d'avoir tous ces appels sur le site. Ok, super. Donc, tout est sous contrôle et voilà. Je vous remets la fameuse page en question aussi si vous êtes curieux et si vous ne la connaissez pas encore. Alors, autre question qui peut être, que je te confie, Virginie. Combien de PCN différents existent-ils? Alors, dans l'équipe de PCN, en fait, on a des PCN pour chacun des programmes d'Horizon Europe. Donc, au total, il y a 19 équipes de PCN. Alors, aujourd'hui, donc, il y a des modifications, en fait, sur la deuxième partie d'Horizon Europe, puisque on a donc des PCN qui sont directement rattachés au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, comme c'était le cas depuis le début du programme. Et il y a deux clusters, les clusters 4 et les clusters 5, dont l'animation est confiée aujourd'hui à BPI France. Donc, en fait, les PCN de ces deux clusters à partir de début juin, ce seront les PCN BPI. Et pour vous, c'est transparent, puisqu'en fait, sur la page de notre Horizon Europe national, vous avez les liens vers tous les PCN, qui soient du ministère ou de BPI. Donc pour vous, c'est complètement transparent. Vous avez l'information en direct. Et donc voilà, en termes d'équipe, ça fait 19 équipes. Donc à chaque fois, dans une équipe, il y a un coordinateur plus 1 à 5 membres. Et donc au total, il y a 45 personnes. Alors les personnes peuvent être employées à temps complet ou à temps partiel, hein, mais au total, il y a
45 personnes qui sont rattachées au ministère et 21 personnes qui sont rattachées à BPI France. Voilà. Très bien, merci Virginie. Ça permet de rappeler quel est le réseau des PCN français. Alors, on est arrivé au bout des questions sur le Slido. Donc, du coup, je pense qu'on va enchaîner en guise de conclusion sur quelques diapositives pour vous présenter justement les différents appels, les différents appels, effectivement, mais les différents événements plutôt que nos collègues PCN ont organisé, puisqu'en fait ce webinaire, il s'inscrivait dans le cadre du lancement du coup national, le lancement français de ce programme de travail 2025, et que tous les PCN thématiques dont on vient de parler à l'instant ont organisé voire plusieurs webinaires pour vous présenter ces appels à propositions. Et en fait, tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site et on en a fait quelques diapositives. Comme ça, vous pouvez directement retrouver la page avec soit le replay, comme vous voyez, là, ça s'affiche à l'écran, soit le replay parce que l'événement est déjà passé, mais c'est pas grave. Il a été enregistré, vous pouvez le revisionner, ou vous pourrez le revisionner parce qu'on est en train de mettre en ligne les vidéos. Et puis sinon, pour ceux qui sont à venir, donc vous voyez par exemple le 17 juin à 14h aura lieu un événement sur les appels du cluster 4 numérique. Voilà, une autre page, vous voyez donc l'ensemble des clusters et des parties du programme, donc tout ce qui est relatif à 2025, évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas. De toute façon, vous aurez rapidement cette présentation. On va la mettre ce soir ou demain matin plus tard sur la page de l'événement. Comme ça, vous pourrez la télécharger et avoir accès à toutes ces ressources. Voilà. Ça, c'était pour ces événements de lancement du programme de travail 2025 au niveau français. Vous pouvez retrouver tout ça qui est résumé dans une page des webinaires de lancement de ce programme de travail, et puis aussi un article que ma collègue a mis dans le chat sur la publication du programme de travail 2025, donc qui est effective depuis quelques semaines, même pas, comme l'a dit Massimiliano tout à l'heure. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des ressources. Donc, je vous remercie toutes et toutes pour votre participation, mes collègues ainsi que Virginie Sivan pour la présentation de ce jour. Et je vous dis à bientôt. Donc, je vous le disais, le prochain webinaire organisé par le PCN juridique et financier, ce sera un webinaire qui sera dédié au support financier pour les tiers, donc le fameux FSTP. C'est le 5 juin. À 10h, si je ne dis pas de bêtises, voilà, à partir de 10h du matin. Voilà, donc à bientôt pour ce webinaire ou sur un autre format. Voilà. Merci à tous encore et à très bientôt.